Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Bienvenue donc à cette édition que nous démarrons par la politique avec ce Conseil national des forces Cori pour un Bénin émergent ce samedi. Il est question pour cette alliance de partis politiques d'apporter sa contribution au renforcement de la démocratie au Bénin. Voilà le reportage de Koudou Sablaï. Comment notre alliance doit-elle négocier ce tournant avec l'alternance intervenue au sommet de l'État le 6 avril 2016. Négocier le tournant tout en ayant le regard sur le rétroviseur. L'Alliance FCBE a encore en mémoire le bilan du régime des fins qu'elle qualifie de très satisfaisant. Il ne s'agit pas de rougir du bilan du docteur Bouniaï. Il est très grand. Il s'agit de replacer ce bilan dans son contexte d'œuvre humaine et d'en examiner les défauts sans complaisance pour en cerner les causes. Sans complaisance, François Abiola passe à l'exercice. Nous avons fait la faute. La faute, vous voyez dans les autres pays, vous avez entendu avant-hier un président qui a dit « moi je ne vais pas me présenter ». Vous croyez que c'est parce qu'il ne veut pas se présenter? Nous avons fait la faute à ce niveau-là. Et nous avons perdu le pouvoir. L'Alliance passe au crible la gestion du pouvoir actuel. Elle estime que le peuple béninois s'est laissé duper. Sa gestion est caractérisée par 1. L'accaparement de tous les leviers essentiels de l'économie nationale par une minorité d'hommes d'affaires au mépris des lois et tests en vigueur. 2. L'utilisation à grande échelle du partenariat public-privé avec la violation flagrante des codes de marché public et l'attribution des marchés à des sociétés privées proches essentiellement du pouvoir. 3. La remise en cause des libertés publiques et des acquis démocratiques issus de la Conférence nationale de février 1990. 4. L'absence criarde d'une politique sociale en faveur du peuple. Ces assises de la famille FCBE ont reçu le soutien de certains mouvements et partis politiques, notamment la RB et le PRD. La préfecture du département de l'Atlantique est officiellement opérationnelle. Eh bien, elle est implantée dans la ville d'Alada pour le soulagement des populations. L'inauguration de la structure a eu lieu devant un parterre d'autorité. Edmond Hongbo, Cécile Hendy pour le compte-rendu. Voici le bâtiment qui accueille le préfet du département de l'Atlantique et ses collaborateurs. C'est désormais ici que viendront les populations des communes de Abomey-Calavi, Pomassé, Ouida, Soava, Tofo, Toribosito et Zé pour les services administratifs. Maintenant, c'est plus que jamais à nous de jouer. Nous, les nouveaux locataires des lieux, les bras techniques et tous autres acteurs à divers niveaux de l'administration préfectorale. À nous de jouer en nous mettant véritablement tant au service de l'État qu'à celui des usagers dont je présume aisément l'enthousiasme et l'impatience. Je ne puis résister plus longtemps à la tentation de révéler que seront réalité à très belle échéance la mise en place et l'opérationnalisation du service de la carte nationale d'identité ici même. Il s'agit là de la concrétisation tangible d'un souhait légitime et bien souvent exprimé par les uns et les autres. Le rapprochement de l'administration de l'administré. Les populations d'Alada, chef-lieu du département de l'Atlantique, se disent fiers de voir la terre d'Adjaoutor abriter la préfecture. Vous constatez avec moi, que dis-je, avec nous, que le développement de l'Atlantique est un département phare. Monsieur le préfet, soyez rassurés que les communes de l'Atlantique ne manqueront pas de vous accompagner dans votre noble et exaltante mission. Chers princes et princesses, vous n'irez donc plus à Cotonou. Tout se fera ici, à Adamsa. Monsieur le préfet, l'embellissement de la ville devra être votre préoccupation majeure. Nous comptons sur vous pour la réhabilitation de nos sites historiques, gage de notre patrimoine culturel.
À l'occasion, le secrétaire général de la préfecture est officiellement installé. Il est chargé de l'animation, de la coordination, du contrôle des activités de la structure. Eh bien, la douane béninoise est sur les traces des fraudeurs. En cette veille des fêtes de fin d'année, 2 conteneurs ont été interceptés dans la semaine. Ces conteneurs, dans ces conteneurs sont entreposés des boissons alcoolisées. On écoute le secrétaire général du SIDOB, Marcelin Laourou, pour plus de détails au micro d'Awa Chérif. Il s'agit bel et bien de 2 conteneurs, mais qui ont été enlevés sur la base de faux documents. Vous voyez, quand vous prenez pour le premier conteneur, nous avons réellement un connaissement qui porte bien le produit, qui porte bien toutes les caractéristiques pour permettre qu'on puisse enlever une marchandise sont contenues dans le connaissement. Ensuite, l'intéressé a bel et bien une déclaration en douane en Est sur le Niger. Ensuite, vous avez le BFU qui atteste que a priori, tout ce que je dis, que l'intéressé s'est acquitté a priori des droits et tasses. Vous avez ensuite une quittance de la banque qui prouve que l'intéressé est allé réellement payer au niveau de la banque. Vous avez les documents au niveau de l'amateur de Grimadi, le conciliateur c'est Grimadi, qui prouve qu'effectivement il y a une autorisation de sortie. Vous avez une copie de service au niveau du manutentionnaire, c'est-à-dire Somemap, qui prouve que l'intéressé a enlevé. Quand vous avez ces documents a priori pour vous, ça c'est l'essentiel des documents qui servent à enlever les marchandises. Mais en réalité, c'est de faux documents. C'est des documents falsifiés. Il en est de même pour le second conteneur. Le fraudeur ne sait pas qu'en agissant, quelqu'un d'autre le suit. Et que, bien qu'il soit en avance sur nous, les services des douanes aussi ont mis en place des stratégies. Et le gouvernement dit, pour permettre aux gens d'enlever les marchandises, qu'il faut suspendre l'application de la valeur transactionnelle, de leur permettre d'enlever les marchandises à coût réduit pour les fêtes de fin d'année. Vous pouvez penser que les gens puissent encore sortir frauduleusement les marchandises. Je voulais lancer un appel solennel aux fraudeurs. Et tôt ou tard, nous allons mettre la main sur eux, ils vont payer. Les travaux du séminaire régional sur la vulgarisation des normes communautaires de l'UEMOA ont connu l'épilogue hier. Pendant 3 jours, les acteurs du droit communautaire de l'espace UEMOA ont renforcé leur capacité en matière des instruments juridiques de l'Union. Nous vous proposons de suivre un extrait des acteurs au terme des travaux. Ils ont été interrogés par Evelyne Sarboran et Patrick Benon. Considérant la nécessité de poursuivre de manière soutenue la vulgarisation du droit communautaire, recommandons à la Cour de justice de l'UEMOA 1. La poursuite de l'organisation des séminaires régionaux et nationaux au profit des acteurs du droit communautaire. 2. La diffusion optimale des actes du présent séminaire. À la commission de l'UEMOA 1. L'appui à l'enseignement du droit communautaire dans les universités, instituts d'enseignement supérieur et centres de formation. 2. L'inventaire, la publication et la diffusion de toute la réglementation communautaire. 3. L'ouverture du recours en manquement aux victimes de ce manquement. 4. Le renforcement des capacités et la formation continue des acteurs de mise en œuvre du droit communautaire. 5. L'organisation des formations ciblées pour les principaux acteurs du droit communautaire, notamment les magistrats, les avocats, les douaniers, les forces de sécurité. 6. Le renforcement des capacités de la Cour de justice en l'associant aux différentes formations organisées par la Commission. Aux autorités nationales, 1. La diffusion et la traduction des textes communautaires dans les langues locales. 2. L'enseignement obligatoire du droit communautaire dans toutes les universités, instituts supérieurs et centres de formation. La Cour de justice de l'UEMOA s'engage pour sa part à poursuivre l'organisation de séminaires régionaux et nationaux
au profit des acteurs du droit communautaire, eu égard à leur impact sur le niveau de l'appropriation et de l'application du droit communautaire dans les États membres. Fait l'évaluation du 11e Fonds européen du développement à la presse. C'était donc le but de la conférence de presse organisée par la délégation de l'Union européenne au Bénin. C'était jeudi dernier dans un hôtel de la place en présence des cadres du ministère de l'économie et des finances. Voici le reportage. Plus de 1000 milliards ont déjà été investis par l'Union européenne dans plusieurs secteurs au Bénin depuis le démarrage de ses interventions dans les années 60. 224 milliards en représentent le coût global du 11e FED, Fonds européen du développement, pour la période 2014-2020. Il y a un appui budgétaire en préparation au niveau du secteur agricole et qui va toucher l'ensemble de l'enveloppe prévue pour l'agriculture. Et également, il y a donc des projets en préparation, un projet sur l'énergie. En marge des différentes communications qui ont meublé la conférence de presse, le chef de la délégation de l'Union européenne situe sur son appui à la décentralisation au Bénin. Nous mettons à disposition du gouvernement des fonds que sont directement transmis au fonds d'alimentation de cette politique de décentralisation au bénéfice des communes. D'autres appuis sont attendus, notamment au plan touristique. L'outil fondamental d'un développement touristique reste justement les parcs. Et le Bénin, sur les Big Five, lorsque nous parlons des animaux sauvages, en détient au moins 4. 4. Ce qui veut dire que nous avons des atouts énormes sur le plan touristique qu'il va falloir valoriser. Mais valoriser ces atouts, c'est d'abord protéger les parcs. Et justement, nous aurons l'appui de l'Union européenne pour que les aires protégées puissent bénéficier des actions de conservation. Des bonnes relations entre le Bénin et l'Union européenne dépend l'accroissement du niveau de développement de ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce 3 décembre, à l'initiative de l'ONU, et ce depuis 1992, on célèbre la Journée internationale des personnes handicapées. Cette journée offre l'opportunité de mieux faire connaître la question du handicap et surtout de modifier le regard que nous portons sur les personnes handicapées. À l'occasion de cette journée, Sénadé Serge Ayaka et Igor Ayosor amènent à la découverte de Jean et Julien, le premier handicapé moteur. Il dirige avec dextérité le centre de réadaptation des personnes handicapées. Le second est handicapé de la vue. Il est inspecteur au ministère des Affaires sociales. Reportage. Centre de réadaptation à base communautaire, 6 au quartier Saint-Jean à Cotonou. Ici, le chef Saint-Jean. Arrivé matinal, comme à son habitude, il fait la ronde. Hello, bonjour. Bonjour les amis. À peine installé, on lui amène Armel, une tétraplégique d'environ 6 ans. C'est le quotidien de Jean depuis 1999 qu'il est nommé responsable de ce centre. Lui-même a perdu l'usage de ses membres inférieurs suite à une crise de poliomyélite alors qu'il n'avait que 3 ans. Le combat de ses parents pour le mettre à l'école a été noble. Mes parents ne m'ont pas rejeté. Ils ont d'abord cru en moi. Ils m'ont dit, pas parce que tu as une infirmité, tu vas rester à la maison. Jamais. Tu iras à l'école comme tout le monde. Et c'est de là que j'ai été inscrit à l'école. Contre toute attente, je brillais. On pensait que parce que je traînais par terre, je ne peux pas travailler comme les autres. Alors, comme j'ai la tête, j'ai mon cerveau, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Et j'étais toujours parmi les meilleurs, très apprécié de mes maîtres et maîtresses alors. Comme Jean, Julien vit avec un handicap. La variole dont il a souffert alors bébé lui a arraché la vue pour toujours. Pourtant, il fait partie des premiers handicapés visuels à avoir décroché son diplôme à l'École nationale d'administration et de magistrature. Aujourd'hui, il est inspecteur au ministère en charge des affaires sociales. Je suis là en tant que chargé de l'intégration de la législation pour personnes handicapées. Et je connais le rôle de l'inspecteur du travail, c'est lui qui est censé même d'aller inspecter, c'est lui qui est censé de voir si les tests sont réellement appliqués ou non
c'est lui qui est censé même de faire des visites dans des entreprises. Mais ici, c'est la tâche qu'on m'a confiée, tout ce qui concerne les tests régissant les droits des personnes handicapées, c'est moi qui m'en occupe. Donc il y a les tests, il y a beaucoup de tests que le ministère même a rédigés. Il y a les tests internationaux que l'État a ratifiés, dont on essaie de les vulgariser pour que l'État même en prenne conscience. Jean et Julien se disent des privilégiés de la vie, en comparaison à ces milliers de handicapés à qui on n'offre pas l'opportunité d'éclore leur potentiel. Je n'en veux pour preuve que les tests annonçant les concours, les communiqués annonçant les concours de recrutement, où déjà il est stipulé clairement que avant de passer ces concours, vous devez être indemne de toute affection poliomyélitique par exemple, ou en être totalement guéri. Vous ne devez pas être personne handicapée. Dès lors que vous passez ces concours et que peut-être on vous voit avec une déficience, c'est que vous êtes rejeté. D'abord, vous n'avez même pas la chance de passer le concours. Votre dossier est rejeté. Ça veut dire que tout le monde n'a pas la chance de rentrer dedans. C'est extrêmement difficile pour la personne handicapée de pouvoir s'intégrer sur le marché professionnel de notre pays. Handicapés, ils le sont. Déterminés à faire tomber les obstacles qui se dressent sur leur route, ils le sont plus. Et c'est cela, la bonne attitude. Séance de sensibilisation en milieu scolaire autour du VIH-Sida à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre cette maladie. C'est une initiative de la Fondation MTN et de l'ONG Seradis au Collège d'enseignement général, l'Océan à Aviv à Cotonou. L'hôtel avec nous, Ramatou Lavani. Qu'est-ce que le sida? Comment le transmet-on? Quels sont les modes de transmission? Que faire pour l'éviter? Les réponses à ces quelques questions renseignent sur l'intérêt de cette séance de sensibilisation en milieu scolaire à l'initiative de la Fondation MTN et de l'ONG Seradis. Il est établi que le milieu scolaire, en l'occurrence, c'est un terrain de prédilection dans la propagation de cette pandémie virale. Et la multiplication des séances d'explication sur les tenants aboutissants de ce mal du siècle permet déjà de repousser les murs de l'infection et de transmission au VIH-Sida. Nous sommes une entreprise citoyenne et nous avons voulu, dans le même cadre, apporter notre pierre à l'édifice. La seule solution pour parer à cette pandémie, c'est de beaucoup sensibiliser. Et ça a commencé déjà par la main levée que nous avons eu à faire hier en interne entre collègues chez nous. Et la seconde étape était de venir au CEG Océan pour sensibiliser, communiquer. Ces jeunes-là ont porté des messages. Les messages comme abstinence, préservatif, équité, beaucoup d'autres messages pour montrer véritablement leur engagement par rapport à la lutte contre la maladie. De cette sensibilisation, j'ai gardé que le VIH-Sida est une maladie qui se transmet par 3 voies. La voie sexuelle, la voie sanguine et de la mère à l'enfant. Je peux dire à mes amis que lors des rapports sexuels, de se protéger pour être à l'abri du VIH-Sida, d'éviter les rapports sexuels répétitifs et d'avoir un seul partenaire pour pouvoir éviter le VIH-Sida. L'avenir, c'est dans la jeunesse. Et la jeunesse, c'est en milieu scolaire. Et le bien-être de cette jeunesse compte beaucoup pour une postérité heureuse. Une évidence que s'est appropriée la Fondation MTN et l'ONG Seradis en marge de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Le premier centre d'imagerie par résonance magnétique IRM est fonctionnel au Bénin. L'initiatrice, le professeur Vicentia Boko, l'équipement médical d'une valeur de 750 millions de francs CFA a été mis en service hier à Kadiron, à Cotonou, et le Zuinator Jules Akoiko. En matière de santé, chaque seconde est précieuse. Ce matériel médical de haute technologie offre désormais l'opportunité aux patients de se faire diagnostiquer sans parcourir des milliers de kilomètres à l'extérieur du pays. Une première au Bénin. Le professeur Vicentia Boko, c'est elle la promotrice et elle n'est pas à son premier coup. Pour renforcer notre parc en équipement sanitaire, nous avons pensé doter notre pays du tout premier centre d'imagerie par résonance magnétique. Ce dispositif permet d'obtenir des images claires de la structure des différents organes.
L'imagerie par résonance magnétique, en abrégé IRM, est une technique permettant une localisation précise des lésions. Les informations ainsi apportées permettent de mieux orienter les protocoles de traitement et se révèlent indispensables pour la planification d'une intervention chirurgicale, par exemple, ou pour tous les autres types de traitements. Un investissement considérable qui met fin aux souffrances des malades en quête de soins de qualité. Quid du coût des prestations? À ce sujet, je tiens à vous rassurer que les tarifs appliqués seront supportables par les populations, car nous sommes conscients que dans le contexte économique morose actuel, très peu de personnes pourraient facilement y avoir accès. Ce projet pensé et longtemps mûri ne saurait être effectif sans l'accompagnement du bailleur, la Bank of Africa, BOA. La promotrice sollicite l'appui de l'État, garant de la santé publique. Nous serions également gré à notre gouvernement d'encourager des initiatives de ce type en diminuant les contraintes fiscales et en instituant des mécanismes de facilitation d'approvisionnement en consommables. Vrai challenge. Je voudrais vous adresser mes vives et sincères félicitations pour cet important appui patriotique. Il n'y a pas de petit effort. Tout effort compte. Le visage sanitaire béninois sera bientôt rayonnant. Le gouvernement a prévu dans son budget l'acquisition de 2 appareils d'IRM en 2017. Et là, nous allons évoquer un sujet complètement anormal. Vous savez, quand on est en fin d'année, il y a toutes sortes de consultations astrologiques qui relèvent complètement, qui sortent complètement du cadre scientifique. Eh bien, il s'agit par exemple de Tofa. Alors, pour cette année 2017, l'année à venir, des sacrifices seront nécessaires pour l'épanouissement des Béninois. Le système divinatoire Béné Tofa a fait ce samedi les consultations annuelles. Les travaux se sont déroulés au Ciné-Vogue à Cotonou. Plus de détails avec Daniel Ada et Jérôme Moubo. Le Fa est un système d'art divinatoire. Béné Tofa permet aux initiés de prédire l'évolution socio-économique et politique du Bénin en 2017. Les révélations se présentent sous la forme des signes des fadous. Les fadous que nous avons trouvés, surtout le fadou principal qui est Fourbe que nous avons trouvé, accompagné de l'Osomedi, et puis avec Moulé Fortroupe, pour synthétiser cet ensemble de fadou exprime une négativité de la consultation. La négativité ne signifie pas que tout sera négatif. La négativité de la consultation à ce niveau-là explique que les difficultés que le pays va rencontrer en 2017, ces difficultés-là ont déjà commencé depuis 2016. Et nous sommes là-dedans et ces difficultés vont se prolonger si éventuellement on ne faisait rien du tout. Les prévisions pour l'année 2017 mettent un accent particulier sur l'utilisation d'objets de couleur rouge. Déjà, il faudrait qu'on évite de porter du rouge, qu'on évite de consommer du rouge, mais qu'on évite aussi pour nos femmes de mettre du rouge sur la tête. Et surtout nos amis syndicalistes, par exemple, s'ils veulent faire leur manifestation, qu'ils évitent de mettre des bandeaux rouges sur la tête. C'est pas bon pour 2017. Mais après, ils peuvent reprendre, peuvent mettre autre chose, même des rameaux s'ils veulent, ou d'autres couleurs s'ils veulent. Mais le rouge, il y a du rouge, ce n'est pas bon. Mais les autorités aussi, à leur niveau, doivent éviter de mettre des cravates rouges ou de porter des habits rouges pour nous diriger, sinon ça va encore attirer davantage le rouge pour le pays. Mais le Fa souligne aussi qu'il y aura un grand débordement de l'océan, de son île. Au détour de tout un cérémonial, les adeptes de Béné Tofa ont démarré sur place les sacrifices pour conjurer le mauvais sort. Le Tofa de ce matin l'a lui-même dit, le retour à nos valeurs endogènes. Il urge que le Béninois sache qu'il vient de quelque part, qu'il a une maison familiale, qu'il a une origine et qu'il faille retourner à cette origine-là pour se ressourcer s'il veut que 2017 soit une bonne année pour lui. Des sacrifices sont également prévus au niveau d'autres divinités identifiées sur l'ensemble du territoire national pour un mieux-être des Béninois.
Nous allons proposer maintenant d'écouter quelques participants qui ont assisté ce samedi à ces consultations du FA. Le Bokoro peut mentir, mais le FA ne ment pas. Mais la personne a menti. Et tout ce qu'on nous dit, ça a tracé le quotidien du Béninois, le quotidien du Béninois d'aujourd'hui, le quotidien des dirigeants de notre pays, les difficultés qu'ils sont en train d'affronter actuellement, les difficultés que nous sommes en train de connaître aujourd'hui en tant que Béninois. Vous avez tous vu, le FA en a parlé. Je pense que tout Béninois qui veut du développement du pays doit pouvoir être à l'écoute de ce qui est dans l'invisible, de mauvais pour nous et qui va nous surprendre. Et en même temps, prendre les dispositions pour contourner. J'ai relu hier, avant de revenir ici, le TOFA de 2016. Je demande que les autorités relisent cela. Tout ce qui est dit ici, c'est plus que scanner. Donc, moi, je suis sérieusement heureux parce que nous avons commencé par retrouver nos racines. Et je crois que nous avons intérêt à prendre très au sérieux ce qui se passe, avec le TOFA. À l'étranger, maintenant, en Afrique du Sud, plusieurs années après son décès, l'hôpital qui porte le nom de Nelson Mandela est né en Amérique. Il est procédé en ce moment au recomptage des suffrages dans l'État de Wisconsin. Ce sont là quelques informations au-delà de nos frontières dans cette compilation de Jérôme Moubo. Le président gambien Yaya Jammeh a perdu le scrutin présidentiel face au candidat d'une coalition d'opposition, Adama Barrow. Having received 263,000. Ayant obtenu 263 515 voix sur le total des votes de cette élection, je déclare Adama Barrow légalement élu pour servir comme président de la République de Gambie. We are pleading to everybody to observe and respect. Nous appelons tout le monde à respecter la paix, la tolérance et la tranquillité, parce que comme vous pouvez le savoir à ces résultats, nous allons avoir un changement de gouvernement et l'homme en place depuis 22 ans est magnanime d'accepter, même avant que la déclaration ne soit faite, qu'il a perdu les élections. Even before this declaration is done by me, the returning officer, that he had lost the elections. Yaya Jammeh avait prévenu qu'il ne tolérerait aucune contestation des résultats dans la rue, mais exclusivement devant les tribunaux. La télévision d'État a indiqué à l'AFP que M. Jammeh devait faire une déclaration dans la journée pour féliciter son successeur, Adama Barrow. Eh bien, toutes nos excuses, vous aurez certainement dans l'édition de 23h avec Aurélie Sauton, les images sur l'actualité internationale. Mais avant de nous séparer, quelques informations sur le programme. Juste après moi, vous suivrez le magazine Sans commentaire, la seconde partie du concert Marrakech Climate Show et le feuilleton Winec. Prenez le rendez-vous donc tout à l'heure à 23h avec Aurélie Sauton. Retrouvez cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci et bonne soirée chez vous. À demain.